Bonjour Martin, tu es natif de Joliette. Absolument. Je suis né à Joliette. Je suis resté là jusqu'à l'année de mon cégep. Tu as fait une formation en marketing. Oui. Tu sors on sort en 82, justement, de l'université avec un bac et tout. On avait justement un environnement spécial. La job, il n'y en avait pas, là. On a vécu des choses difficiles. C'était tout un apprentissage quand tu as commencé. Bien, en fait, ce qui m'a aidé, je parle souvent et je vais parler souvent de passion, mais ce qui m'a aidé, c'est la passion que j'avais de devenir publicitaire à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'avais bien compris qu'il fallait que je parle anglais aussi. OK. Et donc, j'ai pris le sacrifice de partir pour Toronto à ce moment-là pour apprendre mon anglais. Fait que j'ai été à Toronto pendant 1 an. Je me suis trouvé un emploi à l'Auto-Ontario en marketing comme stagiaire. Puis j'étais là pendant 1 an. Puis après ça, j'ai commencé à envoyer mon CV dans les agences de publicité du Québec. Et c'est là que Cossette m'a recruté. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière en pub comme tel. Là, tu rentres chez Cossette, qui est qu'aujourd'hui une grosse compagnie, même c'est rendu international, mondial. Absolument. C'est rendu... Donc, tu embarques dans une équipe, comme on vient de dire, il y a de la performance. Là, tu veux faire de la publicité, tu veux produire de la publicité. Il faut que tu sois créatif. Il faut que tu sois créatif. Moi, de mon côté, dans le monde de la publicité, il y a à peu près 3 grands rôles. Il y a le rôle du service clientèle, il y a le rôle de la création, puis il y a le rôle des médias. C'est plus complexe aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Puis moi, je me suis rapidement installé, du côté service clientèle, donc gérer des clients, mais surtout être un stratège. Donc, parce que dans les agences de pub, il y a ce qu'on appelle les stratèges qui aident aux idées, à réfléchir, etc. Puis à travers ces années-là, tu parles de Cossette qui est maintenant, et on doit en être fier d'une certaine façon, c'est le Québec. C'est la force de l'entrepreneurship au Québec. Et quand moi, je suis arrivé en 83, Cossette était à peu près 32-33 personnes. Puis quand j'ai quitté en 2000, je pense que Cossette était autour de 600 personnes. Donc, ce qui m'a permis, moi, comme leader d'affaires, de connaître une entreprise de 32-33 personnes avec, évidemment, une dynamique de gestion artisanale et passer à une petite, moyenne, grande entreprise. Parce que quand j'ai quitté Cossette en 2000, j'étais co-directeur général de l'agence à Montréal. Puis ça a été, pour moi, ces 18 années-là, ça a été des années extraordinaires, tant sur le plan, je dirais, de mon expérience comme communicateur, comme stratège, mais aussi, je dirais même, encore plus sur le plan humain, parce que c'est là où je te dirais que j'ai vraiment commencé à sentir à quel point, pour moi, ce qui était le plus fondamental, c'était les liens humains. C'était le plaisir de trouver des façons de travailler ensemble pour relever des défis. Tam Tam, c'était plus petit. Là. Oui, mais c'était plus familial. Là. Je dirais pas le mot familial, parce que Tam Tam, c'est Tam Tam TBWA. TBWA, c'est un des plus grands réseaux publicité au monde. Il y a 15 000 employés qui travaillent pour TBWA dans à peu près 200 pays. Okay. Donc, les actionnaires de Tam Tam, c'était 51 québécois et 49 américains. OK. Mais à partir de là, donc en 2007, quand je suis arrivé, c'était une quinzaine de personnes. On avait un chiffre d'affaires d'à peu près 1,7 million. Qui est petit dans le... Oui, c'était vraiment... C'est petit dans le marketing. Oui. En fait, ce qui a été spectaculaire pour moi, c'est de passer, mettons, de co-directeur général chez Cossette avec 200, 300, 400 personnes. 4 adjointes, puis... C'est ça. Et à Tam Tam, et là, on était 15 au complet. Donc, je suis passé d'un président avec beaucoup de monde autour de moi à président avec quelques partenaires complices. Mais ça a été une aventure extraordinaire. Et quand j'ai quitté, on était une 50aine de personnes. Puis c'était une agence avec une belle croissance aussi. C'était quoi ta plus belle réalisation, justement, chez Tam Tam? Chez Tam Tam, moi, ma plus belle réalisation, en fait, j'avais dit que mon rêve, moi, chez Tam Tam, c'était j'avais la conviction profonde qu'on pouvait être une agence bienveillante. OK. Que la bienveillance soit véritablement le moteur de cette organisation-là, tant auprès des dynamiques avec leurs employés, leurs fournisseurs, collaborateurs, que leurs clients. Oui, c'est ça. Et dans cette perspective-là, de façon très concrète, j'avais convaincu les actionnaires que moi, à travers le portfolio de clients, on avait des gros clients. J'avais Apple à Montréal, j'avais Nissan, par exemple, et d'autres, mais j'avais convaincu à ce moment-là les actionnaires que je voulais me bâtir un portfolio de fondations. Okay. Donc, à partir de là, on a travaillé pour des fondations, pas bénévolement, mais dans des situations, je te dirais, de ce que j'ai appelé dans ce temps-là, des ententes bienveillantes, réciproques.
OK. Autrement dit, comme par exemple, on avait travaillé pour la Fondation Sainte-Justine, Oui. qui génère à peu près 25 millions de dons par année, qui a une Ouais. infrastructure importante. Bien, à ce moment-là, quand on a fait une campagne, bien, il y avait des honoraires au niveau de la capacité de payer de la Fondation. Oui, je comprends. Alors qu'on a fait aussi le camp, on a fait la Grande Guignolée des médias. Et ce qui a été intéressant à l'intérieur de ça, c'est que chaque relation avec une fondation, oui, partait avec un lien de bienveillance, Oui. mais c'était pour véritablement grandir ensemble puis croire qu'une marque authentique Oui, oui, je comprends. peut attirer. Est-ce que est-ce que ça peut avoir amené, je pose la question, comme tu dis, à choisir tes clients, de Oui, te créer une niche dans la absolument. fondation et de dire à un client qui se présente, qui veut vous avoir, non, Écoute, Daniel, je n'aimerais pas de client, non. mais ma plus grande fierté de toute ma carrière, ça s'est passé aux alentours de 2010. C'était un client très important pour Tam Tam. Il générait près de 1,5 million d'honoraires par année. Et ce client-là avait fait pleurer 5 de mes employés Oh mon Dieu. en un an. Et au bout de la 5e personne, qui était vraiment mon bras droit, qui avait réussi à faire pleurer, je trouvais ça inacceptable. Et là, je lui ai proposé que moi, je devienne le directeur de son compte, parce que c'était la dernière tentative que je n'avais pas avec lui. Et il n'a pas du tout démontré de la bienveillance, ni envers moi, ni envers mon équipe, ni envers ses propres employés. Et avec les actionnaires, ils ont accepté ma recommandation. J'ai appelé cet homme-là un jour et je lui ai dit, c'est fini, c'est terminé, je vous congédie comme client. Et c'est là qu'il est parti à rire en disant, non, 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 je paye tes factures, tu gagnes de l'argent. J'ai dit, non, c'est terminé. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Et tout de suite après le téléphone, j'ai fermé le téléphone, j'ai réuni tous mes employés dans la salle. Je leur ai dit, écoutez, c'est fondamental, il y a une valeur dans ma vie qui est fondamentale, c'est la bienveillance réciproque. Puis cette bienveillance-là, ça commence par la dignité humaine, le respect humain, puis la capacité de collaboration. Et dans cette perspective-là, ce client-là ne travaille plus pour nous depuis aujourd'hui, mais ça veut aussi dire qu'on a un trou de 500 000 d'honoraires, on se retrousse les manches, Puis on travaille. on travaille, puis on va en trouver qui sont bienveillants. Donc, si je comprends bien, s'occuper de fondation et tout, Oui. c'est devenu quelque chose d'important pour la compagnie de, Oui. de publicité, mais ça répondait aussi à des besoins de ces fondations-là. Tu sais, au fond, tu parles de Sainte-Justine, c'est évidemment une des plus grandes marques philanthropiques Oui. au Québec. Au niveau des sondages, c'est à peu près la seule hôpital qui est connu de tous. C'est normal, ça fait partie de l'histoire du Québec, mais j'ai aussi travaillé pour des plus petites fondations, dont, entre autres, il y a une fondation qui est mon coup de cœur, dont je parle dans le livre, qui s'appelle Gioia. OK. Gioia, c'est une petite fondation qui a été créée par une dame qui s'appelle Marie-Josée Dubois. Gioia, qui veut dire joie en italien. Elle a créé une fondation pour tous les jeunes enfants et jeunes adultes qui vivent d'une maladie incurable. Ah, mon Dieu, oui. Et elle leur permet des événements en nature pour se faire du bien, etc. Puis cette fondation-là, bien, chez Tam Tam, cette dame-là connaissait bien Brigitte Mettelhammer, l'actionnaire. Ouais. Puis on a accepté, dans son cas à elle, de faire ça gratuitement parce qu'on sentait véritablement, un, que la cause était exceptionnelle et que de deux, elle savait ce qu'elle voulait faire avec sa fondation. Puis aujourd'hui, bien, Gioia, je vous invite à aller voir leur site, mais Gioia, c'est une belle petite fondation qui est en train de grandir. Puis dans leur cas à eux, leur grand rêve, c'est de construire un immense domaine en nature pour que les enfants et leurs familles de maladies incurables puissent aller de temps en temps jouer dans la nature, vivre de la nature, etc. Fait que dans ce sens-là, donc, j'ai aussi fait un travail pour les marques comme Sainte-Justine, comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, comme Le Camp, mais j'ai aussi fait le travail pour des petites fondations. Parce que pour moi, au fond, quand je reviens à la bienveillance, qui a été porteur pour moi puis inspirant dans ma vie, je trouvais ça important de reconnaître qu'une grande fondation a des grands moyens aussi. Oui. Oui, ça me faisait plaisir de travailler avec ces grands moyens-là pour faire des grandes campagnes, bien sûr, mais je trouvais ça aussi important dans la véritable nature de ma bienveillance, de aussi... Des petits coups, moi, je comprends. J'ai dit des noms à plusieurs petites fondations, mais d'en trouver pour aider dans cette perspective-là. Je te dirais qu'en même temps, toutes ces fondations-là ont comme objectif
d'affaires, de Oui, grandir. oui, oui. Mais dans cette perspective-là, j'ai dû inévitablement aller plus loin que la bienveillance, c'est certain. C'est ça. Dans ton livre, quand tu nous Oui. parles un petit peu, tu as rajouté un nouveau mot, la bienveillance. Oui. Tu peux-tu nous en parler un petit peu, puis après ça, Oui. on parlera qu'est-ce qui t'a amené à écrire Oui. et qu'est-ce qui t'a... Bien, en fait, quand j'ai pris ma retraite, je l'ai décidée en 2017. OK. J'ai parlé aux actionnaires, mais je disais, je vais quitter en 2020 pour préparer la relève de Tam Tam, ce qui s'est bien fait. Et donc, j'ai pris ma retraite 2 semaines avant la pandémie. OK. Et l'équipe était vraiment en place, puis on avait prévu que je travaillerais quelques heures par semaine, mais bien que j'ai pris ma retraite le 20 février 2020, avec la pandémie, comme pour tout le monde, j'ai dû continuer à travailler pour aider l'équipe de Tam Tam à passer à travers ça. Oui. Et je te dirais que ça a été pour moi, c'est comme si je finissais mon marathon le 20 février 2020, mais je l'ai continué, ce qui a fait en sorte qu'au bout d'un an, j'ai frappé le mur sur le plan de ma santé. J'ai eu comme bien des gens. La pandémie, j'en parle beaucoup dans le livre, mais ça a été extrêmement difficile. Puis je dirais que j'ai frappé dans le mur, puis je suis vraiment tombé en profonde dépression, troubles d'anxiété généralisée, etc., parce que je suis tombé dans le vide après ma retraite. Tu n'avais pas planifié ta retraite? Je l'avais planifié dans une perspective où je voulais poursuivre comme conseiller. Oui, je comprends. OK. Mais quelques mois plus tard, vraiment, la santé, c'est comme si au bout de 25 ans, j'en avais trop demandé à mon corps. Je comprends très bien, oui. Et donc, à partir de là, moi qui étais un homme de bienveillance, ça faisait des années que j'avais écrit, j'avais plein de papiers dans mes tiroirs. OK. Puis, à travers ce cheminement-là de ma dépression, de cette période-là très difficile dans ma vie, bien, j'ai été aidé par un psychologue. Mon médecin m'a beaucoup aidé, mais moi, mon expression, je dirais, de vitalité, c'était l'écriture. OK. Puis à partir de là, je me suis pris comme un peu un cobaye de me dire, j'étais un peu en colère d'avoir été, entre guillemets, très bienveillant, voire trop bienveillant dans ma vie. Puis que cette bienveillance-là, elle a en compte d'une certaine bienveillance envers moi-même. Ce qui a fait en sorte qu'à partir de là, j'ai poussé, j'ai écrit, j'ai cheminé, et j'ai découvert à quel point que la bienveillance, c'est seul. C'est bon, bien sûr, sur le plan humain. Oui. On a tous besoin de bienveillance comme on a besoin Mais on est peut-être trop gentil à un moment donné. La gentillesse, je trouve ça intéressant, Daniel, tu me parles de gentillesse, parce que c'est la grande confusion entre... Beaucoup de gens pensent que la bienveillance, c'est d'être gentil. OK. La gentillesse peut s'intégrer dans la bienveillance, mais ce n'est pas un synonyme. OK. La bienveillance, comme j'en parle dans mon livre, quand on décortique un mot, un petit peu le mot bienveillance, c'est dans le mot bienveillance, il y a bien sûr, mais il y a veillance qui dans le fond, je résume pour l'entrevue qu'on a. Dans le fond, dans le mot bienveillance, il y a 2 actions, il y a 2 intentions. Faire du bien. Prendre soin d'eux, prendre soin de l'autre, et aussi veiller à. Veiller à, il y a une notion là-dedans de reprendre vie, d'être disponible pour faire en sorte que, au-delà de prendre soin de la personne, momentanément comme telle, c'est important d'essayer de lui donner une énergie vitale, de lui donner une énergie de vie qui fait en sorte que pour moi, et là je résume, bien sûr, j'ai découvert à quel point la bienveillance était aussi comme le yin et le yang. Ces 2 notions-là qu'on connaît tous sur le plan de la spiritualité, mais qui est reconnue sur le plan de la science, c'est comme parler du positif-négatif. Bien, le yin et le yang, le yin, c'est une énergie féminine. Puis j'avais découvert que la bienveillance, bien, c'était l'énergie féminine. Le caring, le prendre soin. Et le yang, je cherchais le yang, le côté très énergie masculine. Ce qui m'a amené à découvrir à quel point la vaillance est un mot bien connu, qu'on retrouve dans le dictionnaire. Puis quand on dit que quelqu'un est vaillant, c'est quelqu'un qui travaille fort, c'est quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui est déterminé, mais surtout, quelqu'un de vaillant, c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose qui le pousse à réaliser un toujours projet travailler, je comprends. par motivation, je comprends. par un sens de quelque chose. Fait qu'à partir de là, j'ai vraiment découvert que dans la vie, tout être humain, non seulement a besoin pour lui-même de bienveillance, mais aussi de faire épanouir sa capacité dans la bienveillance. OK. Et cette bienveillance-là, c'est de trouver qu'est-ce qui nous passionne dans la vie.
Et faire en sorte qu'à travers ça, bien, comme le yin et le yang, des fois il y a plus de yin, puis des fois il y a plus de yang, à ce moment-là, ce qu'il faut faire comme individu, c'est au lieu d'aller jusqu'au bout de l'épuisement professionnel, c'est de dire à un moment donné, il faut que la bienveillance soit au service de la bienveillance. Oui. Prendre soin de soi. Parce que tu le sais, quand on est dans un avion puis qu'il y a un crash possible, la première affaire qu'il faut faire, c'est pas de s'occuper de son enfant, c'est de mettre le masque. Oui, je comprends. Donc, c'est dans ce sens-là que la bienveillance, oui, chez les autres, mais surtout aussi dans un bel équilibre, la bienveillance pour soi-même. Mais encore une fois, j'invite les gens à lire mon livre, bien sûr. Ben oui. Mais la bienveillance, c'est pas la gentillesse. Non. La bienveillance, on est là dans une dynamique d'avoir des liens où on se partage une dignité, où on se partage du respect, puis on se partage un sens de collaboration pour faire plus d'humanité dans nos vies. OK. Puis ça, Dieu sait qu'on en a besoin. D'un événement, on pourrait dire négatif, une Oui. dépression, Oui. ça t'a amené à devenir écrivain? Mais en fait, ce qui est drôle là-dessus, c'est que quand j'avais à peu près 40 ans, j'étais chez Cossette, les gens me disaient « Bon, et là, Martin, il faudrait que tu écrives un livre. » Puis à ce moment-là, j'avais été demandé d'écrire un livre. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment essayé d'écrire un livre à ce moment-là. Mais l'intention n'était pas la bonne. Parce qu'à ce moment-là, l'intention pour moi, c'était d'écrire un livre pour que ça devienne un best-seller. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2021, j'ai beaucoup lu Guy Corneau. J'aime beaucoup Guy Corneau. Je l'ai vu dans des formations. J'ai eu la chance de le rencontrer puis de faire un immense câlin. Et c'est lui qui, dans le fond, m'a donné ce que j'appelle, moi, la première motivation que tout être humain doit avoir. Il m'avait dit, Martin, là, tu vas écrire un livre pour toi. Pas pour dire si les gens vont aimer ça, pour toi. Puis je fais juste te dire que même quand tu vas avoir fini ton livre, ça se peut bien qu'il n'y ait pas un éditeur qui soit intéressé. C'est pas ça qui est important. Tu sauras que ce livre-là peut être bon pour les autres si avant tout, il est bon pour toi. Donc, c'est là qu'est amené mon intention d'écriture. Mais pour tous ceux qui veulent écrire, je te dirais, Daniel, mots-clés. Travail, 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 travail. Ce livre-là, pour les gens, si ça les curiosité peut-être, ça m'a pris des années à l'écrire. Et quand j'ai été approché par un éditeur, ils m'ont permis d'être accompagné par une conseillère en littérature et j'ai travaillé d'arrache-pied avec elle pendant 6 mois pour améliorer le français, améliorer l'histoire, faire en sorte que les gens y trouvent de leur compte aussi dans ce livre-là, que ce ne soit pas juste un livre sur moi. De toute façon, je n'aurais pas voulu faire ça, mais plus un livre qui serait à la fois inspirant, guidant pour les gens. Je te dirais que ça faisait un bout de temps que j'avais commencé à écrire sur la bienveillance, mais c'est quand j'ai frappé mon mur à la pandémie et que, avant ça même, on avait parlé à mon agence de bienveillance. J'utilisais le mot bienveillance, même si ce n'était pas un mot. Bon, hein? Mais je te dirais qu'à partir de là, moi, mon écriture a été avant tout intuitive. OK. Mais rapidement, le Martin stratège, le Martin qui est curieux, le Martin qui... Planificateur trouvait que, dans le fond, la bienveillance, ça peut être un problème, voire... C'est pour ça que je parle de la face cachée de la bienveillance, avant d'arriver à... Non, la bienveillance a besoin d'être dans une dualité. OK. Tu sais, je parle dans mon livre, je donne 2 modèles d'inspiration dans la vie. Le premier, c'est les bébés. Ouais. Et... un exemple super, super simple. Tu sais, le bébé, là, quand il est né, puis qu'il a 4, 5, 6 mois, bien, au bout de 4, 5, 6 mois, qu'est-ce que le bébé instinctivement veut faire? Il veut marcher. Oui. Mais s'il veut marcher, c'est pas parce qu'il veut être bienveillant envers lui-même. Parce qu'il veut copier. Non, mais il veut copier, mais il veut être... En fait, il veut s'épanouir. Ouais. Puis un bébé qui essaye de marcher, on a tous vécu ça, il peut tomber, il peut se faire mal, il prend des risques pour réussir à marcher. Ouais. Fait que ça, pour moi, cette notion-là d'être inspiré, c'est aussi fondamental pour écrire. En tout cas, pour moi. Oui. Ça a été au cœur des choses. Mais l'inspiration, c'est une chose, mais le travail,
est une autre chose. Ah, c'est très bien. Tantôt, on parlait de l'écriture, que ça a pris des années, que tu as eu beaucoup... Le premier jet de ton livre, tu as vécu ça comment, là? Quand tu es arrivé, tu as dit, bon, moi, c'est fini, mais c'était pas fini, là. C'est ça qu'on comprend. Là. Il s'est passé quoi, là? Tu as fait une première... Tu l'as fait lire à quelques personnes, tu as commencé pour t'avoir trouvé un éditeur, pour avoir des choses comme ça. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait un premier jet. Et je croyais sincèrement que c'était un manuscrit final prêt à écrire. C'était un prochain Dan Brown. Là. Ouais. Tu l'avais vendu. Là. Et c'est là où mon humilité a dû prendre la place. Ouais. Et surtout, ma curiosité puis mon intention d'apprendre. OK. Oui, j'ai toujours aimé l'écriture. Je pense que j'ai un certain talent pour écrire, mais je ne suis pas... j'ai pas un grand talent pour écrire. Mais cette curiosité-là m'a aidé à avancer de ce côté-là. Puis je te dirais qu'au fond, la page blanche, je ne l'ai pas vraiment eue. J'ai été découragé 3-4 fois où j'ai arrêté d'écrire ça pendant un mois ou deux. Et écoute, ça remontait en moi. Puis à un moment donné, tantôt je t'en parlais, mais le fait que j'arrêtais pas de me dire, oui, mais là, tu es trop anxieux sur le fait que tu sais pas si ton livre va être édité ou pas. Oui, bien c'est ça, oui. Je suis revenu en me disant, là, fallait lire à quelques personnes, dont je l'appelle ma belle Guylaine, ma conjointe, qui travaille dans le domaine de la rédaction depuis très, très, très longtemps et qui m'a vraiment fait un coup de cœur de remarques généreuses, mais aussi très objectives, mais qui m'a amené à me dire, non, là, mon Martin, si tu veux vraiment écrire, il va falloir que tu t'y investisses pleinement. Tu as travaillé fort. Ce que je comprends, c'est qu'écrire un livre, ils disent toujours, c'est comme accoucher, c'est comme enfanter. Tu es fier de ton bébé? Écoute, je suis très fier de mon bébé parce que je pense sincèrement que, il m'a fait grandir moi-même. Il m'a aidé à cheminer dans ma vie. Et j'en suis fier parce qu'à l'intérieur de ce bouquin-là, les gens pourront y trouver des petites histoires très métaphoriques, mais très inspirantes, je crois. Puis, ils vont aussi y trouver des outils pour les aider eux-mêmes à prendre des décisions dans leur vie qui est importante, que ce soit du côté personnel ou professionnel. Et dans ce sens-là, la fierté, au-delà de la fierté, j'aime dire que je fais œuvre utile, moi aussi, même si, entre guillemets, je suis supposé être dans la retraite. Oui. J'aime plutôt dire que à la retraite, il faut retraiter sa vie. Il faut transformer notre façon d'aider la société. Et humblement, je dirais que je pense que l'écriture m'a amené à, d'une certaine façon, poursuivre mon chemin autrement, mais aussi, comme j'ai toujours aimé, guider les gens puis inspirer les gens. Ah, c'est bien. Il faut écrire à tous les jours. Quand je disais travail, Ouais. on pense qu'on écrit quand on a de l'inspiration. Oui, bien sûr. Si on mais il faut se faire une routine. Absolument. Oui. Moi, tous les matins, je m'en vais au Café Lini. C'est un petit café que j'adore. Tous les matins, je suis là à l'ouverture à 7 heures. J'écris pendant 1 heure, 1 heure et demie. Que ça soit bon, pas bon. Et je suis en train d'écrire un deuxième manuscrit. On verra plus tard. Non, mais on s'en reparlera. On va parler pour la suite. Donc, autrement dit, tu t'es aperçu que le métier d'écrivain, ça demande beaucoup de travail. Il faut, en fait, aimer la discipline pour, dans le fond, donner de la place à sa liberté intérieure. Je dis ça comme ça. Mais il faut aussi, comme écrivain, puis là, ça me fait drôle de dire écrivain, mais bon. Tu es rendu écrivain. Tu es rendu écrivain. Mais il faut aussi être convaincu que c'est un long chemin. C'est un grand, grand voyage, puis qu'il faut écouter quand même, soit sur ce que tu as le goût d'écrire, mais en même temps d'écouter ce que les gens te disent. Il faut que tu te fasses accompagner. Je ne parle pas des grands écrivains, là, mais des gens comme moi, qui est un nouvel écrivain. Il faut que tu sois prête à faire en sorte qu'un éditeur, il va te dire avant de t'offrir un contrat, « Martin, j'ai une question bien simple pour toi. Es-tu prête, dans les commentaires qu'on va faire sur ton manuscrit, à ne rien prendre de personnel? » Non, mais ça, je comprends. Parce que là, aujourd'hui, c'est ça. Oui. Il faut quand même être conscient de toute cette, on pourrait dire, environnement autour. Là. Oui. Tu sais, là, comme on dit souvent, il y en a qui disent « Ah, je lis pas la critique », mais tu veux pas, je peux pas croire que quelqu'un va pas voir les commentaires, va pas voir quelque chose. Là. Non, exactement. Puis, dans ce sens-là, plus j'avançais dans mon manuscrit,
J'ai eu la chance de travailler avec Danielle Lorrain, qui est une conseillère en littérature exceptionnelle et qui me disait les vraies affaires. Puis je pense qu'au bout de 6 mois, elle m'a dit, là, Martin, on l'a. Moi, je juge que ton manuscrit est prêt vraiment à être envisagé sérieusement par des éditeurs. Et à partir de là, ben, Alain Williamson, qui est mon éditeur de Dauphin Blanc, ben, on a eu une complicité vraiment directe sur le plan du thème, de la bienveillance, mais surtout, il a adoré mon manuscrit, puis à partir de là, on a fait un travail rapide et on a abouti au livre que je propose aux gens. C'est ça. Ton livre, la première fois qu'on le voit relié, qu'on le voit final, c'est quoi? Un stress, un plaisir? Comment qu'on vit ça? Moi, je te dirais, puis là, je ne veux pas tomber dans le cliché. Non, mais n'empêche. Mais avant de la fierté, moi, j'avais comme un sentiment de gratitude parce que jamais, au grand jamais, j'aurais pu, malgré le talent que je peux avoir, malgré le travail que j'ai fait, jamais au grand jamais, j'aurais pu faire ce livre-là sans l'entraide des gens. Okay. Puis pour moi, quand je l'ai vu, j'ai été bien sûr fier, mais j'avais un frisson de me dire « Merci la vie, vous avez mis sur mon chemin des gens qui m'ont aidé, qui ont cru en moi. » D'autres avant ça qui me disaient « Non, ton manuscrit... » Puis ça, c'est la vie. Mais faire en sorte que ce livre-là fasse son chemin. Donc, ce livre-là, quand je l'ai mis dans les mains de différentes personnes, puis les gens, je leur ai demandé, de façon générale, comment tu sens ce livre-là? Puis les gens me disaient, ben, il est doux, il est beau, il est calme. Puis pour moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est un livre à lire calmement, doucement, avec un bon café, avec un bon vino, avec un gâteau aux carottes, de temps en temps. Et puis, quand tu lis, tu relis. Oui. Effectivement, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, Martin, c'est mon livre de chevet. De temps en temps, il y a un chapitre que je relis parce que ça me parle plus à ce moment-là dans ma vie. Tantôt, tu me disais, on peut maintenant dire que tu es écrivain. Oui. Oui. Donc, ça t'a motivé. Tantôt, tu me parlais peut-être possiblement un deuxième livre. Je veux pas savoir, on ne veut pas savoir le sujet, mais tu t'es réembarqué dans ce processus-là. Oui. Après ce livre-là, puis ça faisait longtemps que j'avais commencé à écrire des nouvelles. Il y a des auteurs que j'ai adorés dans ma vie, dont Gilles Archambault, qui a fait beaucoup sur les nouvelles. Puis mon deuxième manuscrit est un recueil de nouvelles. Et ce qui est moins, d'une certaine façon, dans un livre d'essai, de réflexion. Je suis beaucoup plus, ce deuxième livre-là, recueil de nouvelles. Au fond, je te dirais que mon but pour ce deuxième livre-là, c'est d'offrir de la joie aux gens. Okay. Donc, être moins dans l'intellectuel, mais être plus dans des histoires, le fun, et qui peut, encore une fois, jeter des beaux clins d'œil aux gens qui vont le lire. Mais pas tout de suite. Ça, c'est à venir. Je vais te revenir un petit peu. Le gars de marketing, le gars de planification, là, c'est un lâcher-prise, là. Parce que là, l'éditeur, c'est lui qui est le boss. Tu t'es aperçu que tu as beau avoir des commentaires à toi, c'est lui qui te drive, puis c'est lui maintenant que tu écoutes. Absolument. Je te dirais que la première rencontre que j'ai eue avec Alain Williamson, je suis tombé en amour avec lui comme humain. J'ai senti que Moselle, ça faisait des années que je parlais de bienveillance. Puis j'avais rencontré un homme bienveillant. Oui, qui est un entrepreneur qui a réussi. Ça fait 35 ans que la maison d'édition existe, mais c'est un homme bienveillant avant tout. Puis sans le savoir, quand il a vu que j'avais créé le mot bienveillance, il comprenait à quel point c'est un maillage extraordinaire. Fait que donc, dans ce sens-là, par rapport à... Je reviens à ce que tu me disais, l'éditeur. Moi, dans mon cas, par rapport à ce que j'étais puis ce que je voulais proposer, il fallait que je tombe en amour avec l'éditeur. Oui. Et je suis tombé en amour avec un être bienveillant, intelligent, qui pousse à l'excellence, là. Comprends-moi bien, qui pousse à l'excellence. Mais on a embarqué dans un train qui s'appelle bienveillance et bienveillance. Puis on est bien content de voir jusqu'où il va aller. Il va aller, c'est bien. Donc, le livre, il vient tout juste de sortir, hein? C'est ça. Il est rendu... Écoute, il est disponible partout. Présentement, Archambault, dans toutes les bonnes librairies. Que c'est pour ça que donc on vous parle, Martin sans regret, bienveillance au service de la bienveillance, trouver le juste équilibre. Et tu sais, dans le fond, je pourrais finir en concluant que j'ai été publicitaire. Il y a eu des grandes campagnes pour le lait, dont une qui disait « Un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux ». Oui. Je finis mon livre en disant « La bienveillance, c'est bien, mais avec la bienveillance, c'est encore mieux ».
encore mieux. Bon, bien, je te remercie, Martin. C'est bien Grand apprécié. plaisir. Merci. Merci à toi.